dimanche est là, l'école n'est pas finie, l'école ne finira jamais. D'ailleurs, l'instruction, c'est tellement fondamental, on ne va pas revenir là-dessus, hein, c'est une vérité première, mais malheureusement, elle est quelquefois battue en brèche. En ce moment, on discute, comme on dit, le volet éducation du texte confortant le respect des principes de la République. Alors, il y a l'article 21. Il y a 400 amendements qui ont été déposés. Alors, on va en parler parce que il y a quelque chose qui a été introduit, donc si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il serait question que l'instruction à domicile se ferait désormais sur autorisation. Auparavant, les parents devaient simplement en informer les autorités éducatives. Il y aura donc un filtrage des demandes. On va en parler avec Claire de Rugéris. Bonjour Claire de Rugéris. Bonjour. Alors Claire de Rugéris, vous êtes membre de l'association LEDA, Les Enfants d'abord. Vous êtes juriste, vous êtes formée en sciences de l'éducation et vous êtes vous-même mère au foyer, Claire. Oui, tout à fait. Alors, je m'occupe. Oui. Allez-y. Je m'occupe de mes enfants qui présentent un neuroatypisme et je suis en plein dans le sujet parce qu'on a exercé pendant des années la liberté d'instruction en famille de manière libre et aujourd'hui nos enfants sont au CNED, donc on connaît les deux versants en fait de la situation. Oui, c'est-à-dire, et vous vous êtes occupé en permanence de vos enfants, enfin, vous avez... Tout à fait. Oui, c'est ça, 24 heures sur 24, comme on dit, et en permanence, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, expliquez-nous ce qui se passe en ce moment même, d'ailleurs, au niveau de la liberté d'instruction. D'abord, elle était, je ne dirais pas illimitée, mais enfin, elle était soumise à un certain nombre de règles, mais il n'y avait pas besoin d'autorisation. Apparemment, c'est en train de changer. En tout cas, la volonté du gouvernement ou de l'exécutif est de la faire changer. Tout à fait. Il faut savoir qu'on a une liberté d'instruction qui bénéficie en fait d'une assise constitutionnelle qui est solide. Ça a été repris par pas mal de personnes, des professionnels du droit, qui ont été publiés dans les périodiques, les quotidiens, etc. depuis le 2 octobre. 2 octobre, c'est la date à laquelle Emmanuel Macron a prononcé son discours en annonçant de manière très ferme sa volonté de mettre fin à la liberté d'instruction. Alors, pardon Claire, oui. il le disait, à cause, disait-il, il y a les problèmes de l'islamisme radical et d'écoles qui justement ouvrent sans autorisation et où l'on enseigne effectivement le salafisme, etc. Et il dit que c'est un peu pour ça qu'il voudrait stopper ce courant et voilà pourquoi il décide de demander, enfin de mettre des barrières. Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a un amalgame qui est réalisé entre école clandestine et exercice clandestin en fait de l'instruction. Oui. C'est ce qui vise en fait ces problématiques de radicalisme. Et puis il y a l'instruction qui est réalisée dans le cadre légal, parce qu'il existe un cadre qui est fort bien défini, avec des obligations de déclaration et ensuite des obligations de soumission des familles qui exercent l'instruction en famille à un contrôle. Contrôle qui exerçait un double niveau, c'est-à-dire le niveau de l'inspection d'académie, qui va effectuer un contrôle sur l'instruction en elle-même et les moyens pédagogiques mis en œuvre, etc. Et de l'autre côté, on a un contrôle qui est exercé via la mairie, qui, elle, a un contrôle qui relève du caractère social, de la situation sociale, en fait, de l'enfant. Alors, Claire, oui. cette éducation, cette école à la maison, cette éducation à domicile concerne en France à peu près combien de familles et quel public, enfin? Il est dit qu'à peu près, il y a entre 50 et 60 000 familles. Dernièrement, on nous parle plus d'un chiffre de 60 000 que de 50 000. Il y aurait eu effectivement un bond de 10 000 familles en plus sur les derniers mois. On imagine qu'il y a un lien avec les différents confinements et des parents qui se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait une autre voie d'instruction possible, en fait. D'accord. Et ça concerne quel type d'enfants? C'est-à-dire des enfants qui sont atteints de maladies ou de handicap? Est-ce qu'il y a des conditions pour qu'on puisse accepter ou qu'on accepte l'école à la maison, l'instruction à domicile?
Alors, vous mettez le doigt là où ça fait mal. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire que l'instruction en famille est ouverte à tous. C'est un régime déclaratif, donc il suffit de faire une lettre recommandée à l'inspection d'académie et à la mairie du domicile, à chaque rentrée, en fait, chaque année, à renouveler, et quelle que soit la situation de l'enfant. Sachant que sur les 50 à 60 000 familles qui exercent aujourd'hui une instruction en famille, voilà, de manière récurrente, il y aurait la moitié qui serait concernée par effectivement un certain atypisme neurologique ou bien des difficultés qui relèveraient de l'ordre médical, en fait. D'accord. Donc si moi par an, je voudrais que, pour des raisons qui me concernent ou que j'estime juste, moi, ma femme, ou enfin on décide que mon fils ou ma fille reste à la maison et soit éduqué à la maison, jusqu'ici j'en avais le droit. Oui, c'est un droit, c'est une liberté à valeur constitutionnelle. Donc normalement, si on respecte la hiérarchie des normes, une loi n'a pas la possibilité de remettre en question la Constitution ou un principe qui a une assise constitutionnelle. Voilà. Donc c'est le premier point qui nous pose problème. Le second point, c'est qu'en fait, au départ, on parlait d'une suppression. C'est ce que M. Macron avait évoqué au Murau le 2 octobre. Oui. Voyant en fait les réactions, ça a commencé à bouger assez rapidement. Le gouvernement a fait semblant, je dirais, de faire marche arrière. Il y a quelque chose d'assez pernicieux qui s'est mis en place, c'est-à-dire que le 9 décembre, le gouvernement annonce que on ne va plus interdire l'instruction en famille, mais on va simplement la soumettre à autorisation. Et là, c'est assez pernicieux dans le sens où tout le monde a interprété ça comme étant un recul du gouvernement. Il n'en est rien, parce que lorsqu'on parle d'une liberté, il est bien évident que dès lors qu'on la soumet à autorisation, ça n'est plus une liberté. Si je prends l'exemple de la liberté de la presse, et là je vais citer les discours, les termes employés par le gouvernement et le chef de l'État, si je prends la liberté de la presse, c'est-à-dire que dans le discours je vais changer simplement liberté d'instruction, je vais la remplacer par la liberté de la presse, ça donne ça. La liberté de la presse sera anéantie, c'est une nécessité. J'ai pris une décision sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1881. Un entrisme communautariste insidieux mais puissant gangrène lentement les fondements de notre société, etc. Donc on met fin à la liberté de la presse. Tout le monde crie au scandale, le gouvernement revoit sa copie, le projet de loi est modifié et on dit la liberté de la presse ne sera pas anéantie, il faudra seulement soumettre les articles à autorisation préalable délivrée par les préfectures. Évidemment, vous en tant que journaliste, vous en pensez quoi? On crie au scandale. Ça me rappelle une certaine loi Avia. Oui, mais passons. Ça me rappelle ça. Juste un mot. Oui, mais alors, quand vous dites, et vous l'avez dit dans le courrier que vous nous aviez envoyé, Claire de Rungis, vous dites c'est un faux semblant, attention, on ne le voit pas, on dit, le gouvernement a reculé, c'est très bien, mais en fait, en quoi? Alors ça m'intéresse, vous, mère de famille, vous parents, vous, associations, puisque toutes les associations ont réagi, en quoi ces autorisations vous gênent? Qu'est-ce qu'elles impliquent, selon vous? Les autorisations impliquent des éléments qui ne sont pas mesurés, je pense, de manière juste par le gouvernement. En fait, moi, je veux essayer de mettre le coup de projecteur sur le fait qu'on ne parle pas de 50 000 familles, mais qu'on parle de beaucoup plus de familles, avec des familles qui seront, qui vont subir un préjudice du fait d'un passage d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà l'État veut nous présenter l'école comme la seule voie valable d'instruction. Moi, je souhaite rappeler quand même des choses qui me semblent importantes, c'est que aujourd'hui, je considère que l'État n'assure en rien la sécurité de ses agents et des enfants au sein de l'école. Et je vais vous donner quelques chiffres, et on parle seulement de quelques chiffres, on pourra en trouver beaucoup d'autres et beaucoup d'autres exemples éloquents. Est-ce que l'on se soucie à ce moment-là des 700 000 enfants qui font l'objet de harcèlement scolaire? Est-ce que l'on se soucie des 120 000 cas de phobie scolaire? Est-ce que l'on se soucie de 58 agents qui se sont suicidés en 2019? Ça veut dire que chaque semaine, un professeur se suicide.
Et ça veut dire, par exemple, aussi, on peut donner l'exemple de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui affirme que le collège est reconnu comme un lieu privilégié de généralisation et de diffusion des drogues. Donc en fait, on nous présente une école parfaite qui est la seule voie d'instruction possible, alors qu'au sein même de l'école, on sait tous que la sécurité des enfants et des agents de l'État n'est pas assurée. Et on a des exemples particulièrement difficiles sur la dernière actualité. Alors Claire de Rugis, juste un mot, objection, votre honneur. Mais est-ce que ça veut dire, il y a évidemment des problèmes, personne n'est parfait et surtout pas l'école, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut enlever la quasi-totalité des enfants français de l'école pour les laisser à la maison? Je pense pas que c'est vous souhaitez, et ce n'est pas souhaitable. Non, ça n'est pas souhaitable, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je dis simplement, c'est que le maintien de la liberté d'instruction sous régime déclaratif, c'est en fait un droit de retrait d'une situation qui met en danger la santé psychique ou physique de l'enfant. C'est un droit de retrait. Ça ne veut pas dire qu'on doit exercer ce droit de retrait pour tous les enfants, parce que Dieu merci, tous les enfants ne sont pas en souffrance physique ou psychique à l'école, mais c'est pour en fait permettre aux parents qui font face à une éducation nationale qui n'assure pas la sécurité de leurs enfants, d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Vous voulez dire garder la liberté de choix pour les parents, c'est ça? Voilà. Nous, adultes, en tant que salariés, en tant que fonctionnaires, il existe un droit de retrait quand sa santé ou quand on est en danger ou que la santé est menacée. On a en tant qu'adultes ce droit de retrait. Pourquoi on le retirerait aux enfants ? Et donc, c'est à ce titre qu'en fait, la liberté d'instruction, elle concerne tous les enfants scolarisés, parce qu'un accident de la vie, une problématique, elle peut surgir pour n'importe quel enfant, à n'importe quel moment. On est tous concernés. Il faut arrêter de se cacher, de se voiler la face. On est tous concernés. À partir du moment où on a un enfant qui fréquente une école ou un collège ou un lycée. Oui, mais simplement, vous posez un problème qui est un vrai problème, évidemment. Le problème, c'est que, et là, ça va au-delà, c'est que, en fait, il incombe à l'État, à la mairie, au département, d'assurer la sécurité dans l'école. C'est la première des choses, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas mettre des millions d'enfants uniquement à la maison. D'abord, il faudrait que les parents puissent s'en occuper, et malheureusement, ce n'est pas facile non plus. Donc, est-ce qu'il ne faut pas quand même mettre des critères? Est-ce qu'il n'y a pas des critères à mettre? Parce que si on ouvre, je comprends très bien le déclaratif Claire de Rugis et effectivement la liberté de choix, mais est-ce qu'elle ne doit pas être quand même non pas soumise, mais encadrée avec des critères? Sinon, tout est possible et comment ça fonctionnerait? Alors déjà, même si on maintient le système en place, qui est un système déclaratif, il est bien évident que la liberté d'instruction restera toujours marginale, que le général restera toujours sur une scolarisation classique, c'est évident, et c'est bénéfique, et ça on ne le conteste absolument pas. Ce que l'on dit, c'est simplement qu'il y a une partie des enfants qui est minoritaire, mais qui reste quand même... Mais qui est importante, bien sûr. On ne peut pas s'autoriser à nier leur existence, c'est pas possible. Et donc, cette partie minoritaire a besoin de conditions spécifiques d'apprentissage, d'un accompagnement adapté aux besoins spécifiques des enfants. Et je parle de neuroatypisme, mais je parle d'autres enfants et de tous les enfants, parce que finalement, chaque enfant a droit à une individualisation en fait des moyens pédagogiques pour l'accompagner dans ses apprentissages. Et donc, si vous voulez, les critères ouvrent, en fait, les critères, ça ressemble un petit peu à cette autorisation, cette demande d'autorisation, ce régime d'autorisation. Poser des critères, c'est aussi ouvrir la porte à l'arbitraire. Je m'explique. Par exemple, sur des enfants qui sont neuroatypiques, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, pour avoir des rendez-vous, pour avoir des diagnostics, pour le parcours est long, difficile et très très long. Aujourd'hui, en moyenne, c'est quand même 2 ans d'attente pour avoir un premier rendez-vous en structure hospitalière pour commencer un chemin de diagnostic. Que fait-on de ces enfants-là pendant ces 2 années, 3 années, etc. Parce que le premier rendez-vous, évidemment, n'aboutit pas au diagnostic et il y a encore un travail de fond qui est réalisé par les hôpitaux. C'est très long. Voilà, c'est très long. Donc, que fait-on de ces enfants-là? Ces enfants, ils ont des besoins particuliers. Et si l'on met des critères et un régime d'autorisation, ça veut dire que l'on donne
à l'inspecteur d'académie le pouvoir d'apprécier un dossier qui relève pourtant du médical. Et ça pose une problématique à ce moment-là de compétences, de répartition des compétences. En fait. Claire de Rungis, restez avec nous. Après une petite pause, on reprend cette discussion passionnante. Voilà, vous avez entendu en tout cas l'appel de Claire de Rungis qui revient sur cette loi confortant le respect des principes de la République, l'article 21. Et cette instruction à domicile qui se fera à partir de maintenant sur autorisation. Et cette autorisation avec des preuves peut-être très très compliquées pour certains handicaps, vous l'avez entendu, jusqu'à 2 ans pour avoir un premier diagnostic. Alors n'hésitez pas vous aussi à réagir à ce sujet. 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, effectivement, avec cette loi sur l'école à la maison, qui n'est pas encore votée, cet article 21. Claire de Rungis, en fait, ce que vous dites, c'est que effectivement, ça concerne beaucoup de gens et pas seulement ces 50 000 familles. Vous avez raison, parce que effectivement, il y a tellement de problèmes avec les enfants. Quelquefois, il y a des parents qui veulent, pour des raisons X et Y, retirer leurs enfants, en tout cas les éduquer à la maison. Certes, liberté, vous le dites, doit être préservée. Mais vous pensez que cette autorisation, enfin cette demande d'autorisation de la part du gouvernement et de la part du législateur ou de certains législateurs, vous paraît aller vers un contrôle qui serait pas souhaitable vraiment? Oui, parce qu'il y aura, si vous voulez, c'est l'ouverture d'une porte, je le dis, à l'arbitraire. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de chaque inspecteur d'académie, on peut avoir une autorisation ou un rejet en fonction de ses connaissances du dossier, en fonction de son intérêt pour certaines problématiques, et je vise là particulièrement le neuroatypisme. Et puis, c'est ce mélange des genres entre l'administratif et le médical qui est parfaitement inadmissible. Il y a en France le secret médical. On ne devrait pas avoir à argumenter et à essayer d'étayer un dossier pour expliquer un choix pédagogique à une personne qui relève de l'administratif sur des arguments à caractère médicaux. Je ne vois pas en quoi cela devrait être acceptable. C'est inadmissible. Les dossiers médicaux sont soumis au secret médical et ils devraient faire l'objet d'une appréciation par un médecin. Or, la problématique, si vous voulez, de reconnaissance des diagnostics et du chemin à parcourir par les parents d'atypiques font que pendant plusieurs années, les parents n'auront pas de documents issus d'un hôpital quelconque pour justifier et expliquer leur choix. Et donc, c'est un combat inégal et arbitraire, quoi. Donc, voilà. Vous vous dites, laissons la liberté de choix aux parents qui savent, eux, enfin, ils sont les premiers concernés par rapport à leurs enfants, laissons-leur cette liberté de choix institutionnelle. Exactement. Donc, vous espérez que cet amendement, on va suivre ça, bien sûr, avec vous et à Sud Radio et nous aussi. Est-ce que vous espérez que cet amendement sera rejeté ? Oui, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est non pas des amendements, c'est ce qu'on souhaite, c'est le retrait total de l'article 21 qui n'a rien à faire là. On demande au gouvernement, depuis le 2 octobre, qu'il nous communique des chiffres étayant le lien qu'il réalise entre instruction en famille et radicalisme et séparatisme. À ce jour, on n'a aucun chiffre qui nous est communiqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas. Oui, d'ailleurs, c'est assez étonnant que cette loi sur le séparatisme concerne des cas comme le vôtre. Ça n'a strictement rien à voir, enfin, normalement. Ça n'a rien à voir et on voit bien, en fait, qu'il y a un recadrage. On rate la cible même dans le débat, même dans tous les débats qui sont véhiculés aujourd'hui auprès des populations. On voit bien qu'on ne parle pas du cœur du sujet. On est à côté de la plaque. On est complètement à côté de la plaque et on ne parle pas du sujet. Voilà, là, aujourd'hui, on parle de liberté d'instruction, on voit bien que ça n'a rien à voir avec le sujet. Quoi. Merci, en tout cas, liberté d'instruction, c'est très important. Merci Claire de Rungis de nous avoir éclairé là-dessus et on continuera évidemment de nous en occuper.